Mon père m'a renié à 17 ans, il était loin de se douter que je serais un jour l'avocat qui l'affronterait au tribunal. Le matin où l'on a descendu ma mère en terre, mon père avait l'air soulagé, pas en deuil. Soulagé. 3 semaines plus tard, Céleste a emménagé dans notre maison, dormant dans le lit de ma mère. Quand j'ai refusé de l'appeler maman, il m'a jeté un sac de sport aux pieds, mes vêtements déjà emballés à l'intérieur. Si tu ne peux pas le supporter, dégage. J'avais 17 ans, seul, sans abri. Il pensait m'avoir effacé de l'existence, la fille inopportune, le rappel vivant d'une femme qu'il voulait oublier. Ce que mon père n'avait jamais anticipé, c'est que, 8 ans plus tard, je me tiendrais dans une salle d'audience, face à lui non pas comme son enfant brisé, mais comme l'avocate qui démantèlerait tout ce qu'il avait construit. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais la justice? La justice brûle comme le feu. Juste avant que nous y retournions, j'adorerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Le matin des funérailles de ma mère fut exactement aussi lugubre qu'il aurait dû l'être, froid, pluvieux, et aussi gris que les cendres qu'on nous donnerait plus tard. Je me tenais là, dans une robe noire trop ample sur mes épaules, regardant les gouttes de pluie glisser sur l'acajou poli de son cercueil. Mais ce qui me frappa le plus, ce n'était ni le temps ni la finalité de cette boîte, c'était le visage de mon père. Alan Whitmore n'avait pas l'air dévasté, ni même convenablement triste, il avait l'air soulagé. Elle est en paix maintenant, n'arrêtez pas de dire les gens en me tapotant le bras, mais je savais la vérité, le seul en paix, c'était lui. J'ai croisé son regard à travers le cimetière alors qu'on descendait maman en terre. Il a détourné les yeux le premier. 5 jours plus tard, en rentrant de l'école, j'ai trouvé une femme inconnue assise à notre comptoir de cuisine, buvant du café dans la tasse préférée de ma mère, celle avec de petites fleurs violettes qui, selon maman, lui rappelaient les fleurs sauvages près de sa maison d'enfance. La femme avait des cheveux sombres et brillants et un rouge à lèvres rouge qui semblait trop vif pour une maison encore en deuil. « Tu dois être Vivien, dit-elle, sa voix douce d'une manière qui semblait travailler. « Je suis Céleste. Ton père et moi travaillons ensemble. » J'ai hoché la tête, ne me sentant pas capable de parler, et me suis retiré dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai entendu des rires venant d'en bas, le rire grave de mon père se mêlant au sien, plus léger. J'ai serré mon oreiller contre mes oreilles et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que je l'avais entendu rire avec maman. En moins d'une semaine, les vêtements de Céleste étaient suspendus dans le placard principal. Son parfum remplaça l'odeur persistante du shampoing de ma mère dans la salle de bain. Sa voiture était garée dans notre allée chaque matin quand je partais pour l'école. Elle avait emménagé si rapidement que j'avais l'impression qu'elle avait attendu dans les coulisses, marquant le temps jusqu'à ce que les projecteurs soient braqués sur elle. Papa se mit à sourire davantage. Pas à moi, à peine à moi, mais à elle, autour d'elle, à cause d'elle. Et d'une manière ou d'une autre, cela ressemblait à la pire des trahisons. « Vivien, nous devons parler des attentes ménagères, » dit mon père un soir alors que nous nous asseyions pour dîner. Céleste avait préparé un plat de pâtes sophistiqué qui sentait incroyablement bon mais n'avait aucun goût dans ma bouche. Céleste fait partie de notre famille maintenant. Je fixai mon assiette, poussant les nouilles avec ma fourchette. Ça fait 3 semaines, papa. La vie continue, Vivien. Sa voix prit cette intonation, celle qui m'avertissait que je testais ses limites. Nous devons avancer avec elle. Ton père a traversé tellement de choses, ajouta Céleste, tendant la main pour toucher la sienne. Nous devons tous nous soutenir mutuellement maintenant. Je levai les yeux, rencontrant ses yeux parfaitement maquillés. Et comment exactement le souteniez-vous pendant que ma mère se mourait? La fourchette de mon père cliqueta contre son assiette. Ça suffit. Je trouve juste intéressant la rapidité avec laquelle vous avez trouvé une remplaçante, dis-je, les mots me brûlant la gorge en sortant. Avez-vous même attendu que les fleurs des funérailles se fanent? Vivien. Le visage de mon père devint rouge foncé. Ce n'est rien, Alan, dit doucement Céleste. Elle est en deuil. Nous devons être patients. Ne parlez pas de mon deuil comme si vous y compreniez quelque chose, lançai-je sèchement. Cela doit cesser, dit mon père, sa voix baissant à ce ton dangereux et bas. Céleste mérite ton respect. J'attends de toi que tu la traites comme un membre de cette famille, comme ta mère maintenant. La pièce devint silencieuse. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir, égrenant les secondes de cette nouvelle et terrible réalité. Ma mère est morte, dis-je, chaque mot comme du verre dans ma bouche. Vous n'avez pas le droit de la remplacer par votre, peu importe ce qu'elle est.
Ce n'est pas une demande, Vivien. C'est ainsi que les choses vont se passer. Tu l'appelleras maman, et tu lui témoigneras le respect qui lui est dû sous mon toit. Je me levai, ma chaise raclant contre le parquet. Je ne l'appellerai jamais ainsi. Jamais. Assieds-toi, gronda mon père. Nous n'avons pas fini. Je crois que si. Si tu ne peux pas supporter le monde réel, Vivien, alors dégage. Il se leva aussi, dominant la table, son visage déformé par une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Il quitta la salle à manger en trombe et monta les escaliers. Je restai figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Céleste s'essuya la bouche avec une serviette, sans croiser mon regard. Mon père revint quelques minutes plus tard et jeta un sac de sport à mes pieds. Quelques-uns de mes vêtements se répandirent sur le sol. Il avait déjà fait mes valises. « Papa » murmurai-je, les mots étranglés dans ma gorge. « J'ai 17 ans. »« Alors agis en conséquence, » dit-il froidement. « Quand tu seras prête à faire partie de cette famille, telle qu'elle est maintenant, tu pourras revenir. » Je regardai Céleste, attendant qu'elle intervienne, qu'elle dise que cela allait trop loin. Elle se contenta de baisser les yeux sur son assiette. Je ramassai le sac, les mains tremblantes, et me dirigeai vers la porte d'entrée. Je continuai d'attendre qu'il m'arrête, qu'il me rappelle. La porte se referma derrière moi avec un déclic silencieux qui, d'une manière ou d'une autre, me fit plus mal que s'il l'avait claqué. Dehors, l'air du soir transperça mon pull fin. Je n'avais nulle part où aller. J'ai d'abord essayé chez ma meilleure amie Maria. Nous étions inséparables depuis l'école primaire. Ses parents me laisseraient sûrement rester quelques jours, le temps que les choses se calment. Sa mère ouvrit la porte, son sourire s'effaçant en voyant mon visage strié de larmes et le sac de sport. « Oh, Vivien, ma chérie, je suis tellement désolé de ce que tu traverses, mais nous ne pouvons pas nous mêler des disputes familiales, » dit-elle, sans vraiment croiser mon regard. « Nous avons des visites d'université ce week-end, et franchement, Maria doit se concentrer sur son avenir en ce moment. T'avoir ici serait une perturbation. » La porte se referma. Je restai un long moment sur leur porche, le mot « perturbation » résonnant dans ma tête. J'envoyai un texto à Maria, mais elle ne répondit jamais. 8 ans d'amitié effacés en un instant. Cette nuit-là, j'ai dormi dans l'abri du parc, celui où maman m'emmenait pique-niquer quand j'étais petite. Le banc en bois était dur, et chaque bruit dans l'obscurité me faisait sursauter. Je me blottis dans ma veste, la faim me rongeant l'estomac, la honte me brûlant la poitrine. Comment étais-je devenu sans abri en l'espace de quelques heures? Je ne pouvais pas arrêter les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête, et s'ils ne me laissaient jamais revenir? Et l'école? Mes candidatures à l'université? Comment mangerais-je demain? Les questions s'accumulaient jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer autour d'elle. Quand l'aube se leva, j'étais toujours éveillée, grelottante, les yeux gonflés de larmes. Je marchais jusqu'aux toilettes publiques pour m'asperger le visage d'eau et essayer de me donner une apparence normale, pas sans abri, pas abandonnée. « On dirait que tu as passé une sacrée nuit », dit une voix douce derrière moi. Je me retournai vivement pour voir une femme noire âgée qui m'observait avec des yeux gentils mais perspicaces. Elle portait un béret violet vif et un sac en toile rempli de livres. « Je vais bien », dis-je automatiquement. « Et moi, je suis la reine d'Angleterre », répondit-elle avec un léger sourire. « Je suis Eleanor Park. Je dirigeais la bibliothèque en face du lycée. Maintenant, je viens juste nourrir les oiseaux et lire en paix. » Elle marqua une pause, m'étudiant. « Et occasionnellement aider les jeunes femmes qui ne devraient pas dormir dans les parcs. » J'éclatai en sanglots, humiliant, suffocant, au point de ne plus pouvoir me contrôler. Elle n'essaya pas de me serrer dans ses bras ni de me calmer, elle attendit simplement, m'offrant un mouchoir propre de sa poche. Mon père m'a mise à la porte, réussis-je finalement à dire. Elle hocha la tête comme si c'était exactement ce qu'elle s'attendait à entendre. J'ai une chambre d'amis enfin, plutôt un grenier aménagé, en réalité. Elle est à toi si tu en as besoin, temporairement. Je la fixai, méfiante, à travers mes larmes. Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez pas. J'en sais assez, dit-elle simplement. Je sais que les services de protection de l'enfance s'en donneraient à cœur joie avec une mineure dormant à la dure, et je sais que ce système n'aide pas toujours comme il le devrait. Je sais aussi que tu portes un sweat de Central High, ce qui signifie que tu as presque fini tes études. Ce serait dommage de faire dérailler cela. Sa maison était petite mais impeccable, des étagères de livres tapissant chaque mur,
une odeur de cannelle et de vieux papier flottant dans l'air. La chambre mansardée avait un lit jumeau, un petit bureau sous une fenêtre, et d'autres livres soigneusement empilés dans les coins. J'ai 3 règles, dit Eleanor en me montrant où mettre mes affaires. Premièrement, tu termines le lycée, pas d'excuses. Deuxièmement, tu candidates à l'université, au moins 3 établissements. Troisièmement, tu ne gaspilles pas ton esprit avec la haine. Je la regardai, confuse par la dernière règle. La colère est un carburant, expliqua-t-elle, mais la haine est un poison. Il y a une différence. Cette nuit-là, elle me donna un journal relié en cuir et un bon stylo. Écris tout, dit-elle. Tout ce que tu ressens, tout ce dont tu te souviens, la gentillesse de ta mère, les manquements de ton père, tes propres rêves. Des mots de pouvoir, surtout ceux que nous écrivons pour nous-mêmes. J'ai rempli 10 pages cette première nuit, mon écriture saccadée par l'émotion. J'ai écrit sur le rire de ma mère, la façon dont elle avait l'habitude de glisser mes cheveux derrière mon oreille quand j'étudiais, comment elle s'était battue contre le cancer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à donner. J'ai écrit sur la trahison de mon père et le sourire suffisant de Céleste. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main soit prise de crampes et que mes yeux me brûlent. Une semaine après avoir emménagé chez Eleanor, j'ai fait un détour en rentrant de l'école. Je suis passé devant mon ancienne maison, en restant de l'autre côté de la rue. La voiture rouge de Céleste était garée dans l'allée. À travers la fenêtre du salon, j'ai pu voir que les photos de famille sur la cheminée avaient été réarrangées. La fenêtre de ma chambre, visible de la rue, avait maintenant des rideaux roses au lieu des bleus que ma mère avait fait. Je suis resté là jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse, regardant la maison qui n'était plus la mienne. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti, sans regarder en arrière. La transition vers le lycée Wilson fut brutale. Là où Central avait été synonyme de pelouses impeccables et de préparation à l'université, Wilson signifiait détecteur de métaux et peinture écaillée. Mais c'était la seule école du district qui m'accepterait en milieu de semestre sans poser trop de questions sur la raison pour laquelle je vivais soudainement avec quelqu'un qui n'était pas mon tuteur légal. Je gardais la tête baissée, faisais mon travail et m'asseyais au dernier rang de chaque classe. Je ne me suis pas fait d'amis. Je n'ai rejoint aucun club. J'existais dans un état d'animation suspendue, vivante mais ne vivant pas. Mademoiselle Whitmore? Mon professeur d'instruction civique, Mademoiselle Val, m'interpella un jour lors d'un débat en classe sur le 4e amendement. Vous n'avez pas participé. Quel est votre avis? J'avais écouté d'une oreille distraite, mais quelque chose dans la certitude suffisante de l'étudiant qui parlait des droits de perquisition de la police m'agaçait. Avant que je puisse m'en empêcher, j'étais debout, démantelant son argumentation point par point, citant 3 arrêts de la Cour suprême qu'il avait opportunément ignorés. Quand j'eus fini, la pièce était silencieuse. Mademoiselle Val me regarda avec un nouvel intérêt. Eh bien, dit-elle, il semble que nous ayons une débatteuse née parmi nous. Après le cours, elle m'a demandé de rejoindre l'équipe de débat. J'ai refusé. Pourquoi pas, demanda-t-elle. Vous avez manifestement le talent pour ça. Je n'ai pas le temps, mentis-je. Connerie, dit-elle sans embâche. Tu as le temps. Ce que tu n'as pas, c'est le courage. Je tressaillis comme si elle m'avait giflé. Vous ne savez rien de moi. Je sais que tu argumentes comme quelqu'un qui a déjà été réduit au silence, dit-elle plus doucement, comme quelqu'un avec un feu intérieur, cherchant un endroit où brûler sainement au lieu de se consumer. Cette nuit-là, j'ai parlé à Eleanor de l'offre de Mademoiselle Val. On dirait une femme bien, dit Eleanor, assez intelligente pour voir ce que tu caches sous tout ce silence. Je ne cache rien, marmonnai-je. Eleanor se contenta de hausser un sourcil et retourna à ses mots croisés. J'ai rejoint l'équipe de débat le lendemain, et bien que je ne l'admettrai jamais à Mademoiselle Val, cela m'a sauvé. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, j'avais un endroit où diriger tous les mots qui brûlaient en moi. Entre les entraînements de débat et le maintien de ma moyenne générale, j'avais à peine le temps de penser à mon père. Mais tard dans la nuit, dans le grenier d'Eleanor, je sortais des brochures universitaires et des revues de droit que j'avais rapportées en cachette de la bibliothèque de l'école. Je traçais du doigt les photos glacées des bibliothèques de droit et des salles d'audience, une lueur d'espoir vacillant dans ma poitrine. Tu argumentes comme une femme de feu, m'a dit Mademoiselle Val après que j'ai gagné mon premier tournoi. Pas seulement avec logique, mais avec conviction. C'est rare. J'ai postulé à 12 programmes de droit en secret, écrivant des dissertations tard dans la nuit pendant qu'Eleanor dormait en bas. Je ne lui ai jamais dit à combien d'écoles j'avais postulé, seulement que j'avais suivi sa règle du minimum de 3.
Un samedi, j'ai rencontré Céleste à l'épicerie. Je me suis figé près du rayon des fruits et légumes, espérant qu'elle ne me verrait pas. Elle était avec une autre femme, toutes deux riant en examinant des avocats. C'est tellement mieux depuis que la gamine d'Alan a enfin disparu, dit Céleste, sa voix portant clairement à travers l'allée, bien qu'il ait eu le culot de me demander si je pensais que nous devrions prendre de ses nouvelles. Comme si ça m'importait où elle avait atterri. L'a-t-il vraiment mise à la porte, demanda l'ami, l'air scandalisé mais ravi du commérage. Eh bien, elle est partie d'elle-même, techniquement, haussa les épaules Céleste, mais bon débarras. Maintenant, je n'ai plus à la voir me juger tous les jours avec ses yeux, tout comme ceux de sa mère. J'ai abandonné mon panier à moitié rempli et j'ai quitté le magasin, la poitrine serrée par la fureur. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus seulement blessé, j'étais déterminé. Je ferais quelque chose de moi, et un jour, il regretterait de m'avoir sous-estimé. Le championnat d'État de débat eut lieu au printemps. Mon sujet portait sur le licenciement abusif et les droits des travailleurs. Alors que je prononçais ma plaidoirie finale, j'aperçus mademoiselle Val dans le public, des larmes coulant silencieusement sur son visage. J'ai remporté la première place. La même semaine, j'ai reçu ma première lettre d'acceptation à l'université, puis une autre, et encore une autre. Fin avril, j'avais le choix entre plusieurs écoles, dont plusieurs avec des bourses partielles. J'ai choisi le programme de pré-droit de l'université Hamilton, à 3 états de distance de mon père et de tout ce qu'il représentait. Quand j'ai montré la lettre d'acceptation à Eleanor, elle a pleuré pas des larmes délicates, mais des sanglots profonds, secouant tout son corps, qui m'ont surprise. Je suis désolé, dit-elle en s'essuyant les yeux. C'est juste, je suis si fier de toi, mon enfant. Si fier. La veille de mon départ pour l'université, Eleanor descendit une vieille valise en cuir du placard du grenier. C'était celle de mon mari, James, dit-elle en passant la main sur le cuir usé. C'était un homme bon, un enseignant. Il croyait au potentiel, à voir ce que quelqu'un pouvait devenir, pas seulement ce qu'il était au pire moment. Elle poussa la valise vers moi. Tu portes nos espoirs avec toi, Vivien, les miens et les siens. Je la serrai fort dans mes bras, cette femme qui m'avait sauvé quand personne d'autre ne l'aurait fait. La première année à Hamilton faillit me briser, la charge de travail était écrasante, la compétition acharnée, et les autres étudiants semblaient tellement mieux préparés. J'ai échoué à mon premier procès simulé de manière si spectaculaire que mon professeur m'a suggéré de reconsidérer mes aspirations professionnelles. J'ai appelé Eleanor en larmes, prête à abandonner. Alors, abandonne, dit-elle calmement. Ce à quoi je ne m'attendais pas. Si un échec suffit à te faire renoncer, alors abandonne maintenant. Épargne-toi la peine. Je pensais que vous me diriez de continuer, dis-je, blessé par sa franchise. Pourquoi aurais-je besoin de te le dire, demanda-t-elle. Soit le feu est tien, soit il ne l'est pas. Personne ne peut l'attiser pour toi éternellement. J'ai raccroché, en colère, mais ces mots ont persisté. Le lendemain, une fille de ma classe de droit constitutionnel m'a approché à la bibliothèque. Je suis Daphné, dit-elle en posant ses livres à côté des miens. Tu avais l'air sur le point de pleurer ou de commettre un meurtre en classe hier, et honnêtement, les deux sont des réactions valables au professeur Michael. Tu veux qu'on étudie ensemble? Daphné Costa devint ma première véritable amie depuis Maria. Elle était brillante, implacablement positive, et complètement insensible à l'atmosphère de compétition acharnée du pré-droit. Elle m'a aidé à rester à flot quand je pensais que j'allais me noyer. Tu dois arrêter d'essayer d'être parfaite, me dit-elle un soir alors que nous bûchions pour les examens. La moitié de ces gens ne sont ici que parce que leurs papas ont payé pour ça. Tu as mérité ta place. Assume-la. Pendant les vacances de printemps, alors que la plupart des étudiants rentraient chez eux ou allaient à la plage, j'ai visité le palais de justice local. Une affaire d'expulsion abusive a attiré mon attention, une femme âgée expulsée de son appartement par une société de promotion immobilière. J'ai assisté à chaque audience, prenant des notes détaillées, observant comment l'avocat de la femme se battait pour elle. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti ce feu en moi brûler clair et vif. 3 ans plus tard, j'ai décroché un stage d'été convoité chez Lockbridge & Bell, un cabinet prestigieux connu pour ses litiges en matière de droit civil. Mes journées consistaient en d'interminables courses au café, au classement de documents et à l'observation de dépositions depuis le fond de la salle, mais j'aimais chaque minute, l'urgence, la précision, le sentiment d'avoir un but. Whitmore, j'ai besoin que vous organisiez ces formulaires d'admission, dit Sarah Bell, l'une des associées principales,
un après-midi, en déposant une pile de dossiers sur mon bureau. Nouveau cas, vérification des conflits d'intérêts potentiels. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à trier les documents. À mi-chemin de la pile, un nom a attiré mon attention, Eleanor Moore contre Whitmore Venture. Mes mains se sont figées sur le dossier. Whitmore Venture, l'entreprise de mon père. J'ai ouvert le dossier. Eleanor Moore était une veuve de 78 ans qui poursuivait Whitmore Venture pour fraude immobilière. Selon sa déclaration, elle avait été contrainte de signer la cession de sa maison familiale alors qu'elle était sous forte médication après une opération. La société de promotion immobilière avait prétendu qu'il mettait simplement à jour ses documents hypothécaires. Au bas de la plainte se trouvait la signature de mon père, Alan Whitmore, PDG. La même signature qui figurait autrefois sur mes bulletins d'autorisation scolaire et mes cartes d'anniversaire. Mon cœur s'emballa tandis que je glissais le dossier dans mon sac. Après le travail, je suis resté tard, utilisant les ressources du cabinet pour creuser plus profondément dans Whitmore Venture. Ce que j'ai découvert m'a rendu malade, des dizaines de cas similaires, des propriétaires âgés, des contrats prédateurs, des expulsions illégales, et une piste de fonctionnaires du logement soudoyé, tout cela sous la direction de mon père, depuis qu'il avait repris l'entreprise 5 ans auparavant, à peu près au moment où ma mère est tombée malade. J'ai imprimé tout ce que je pouvais trouver, mes mains tremblant de rage et d'autres choses, une terrible clarté. C'était pour cela que j'avais fait du droit, non seulement pour reconstruire ma vie, mais pour combattre des hommes comme lui. Quand je suis rentré à mon appartement ce soir-là, une lettre m'attendait, l'écriture d'Eleanor sur l'enveloppe. Je l'ai déchirée, m'attendant à son mélange habituel d'encouragement et d'amour vache. Au lieu de cela, j'ai lu « Ma chère Vivien, les médecins me disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Un cancer, comme ta mère. N'est-ce pas une cruelle plaisanterie? Je ne voulais pas te le dire avant la fin de ton stage. Tu as besoin de cette opportunité, et je ne veux pas que tu te précipites pour jouer les infirmières pour une vieille femme. Je suis si fier de ce que tu es devenu. Ce feu que j'ai vu en toi est devenu quelque chose de magnifique. Quoi qu'il arrive après mon départ, souviens-toi de ceci, tu n'as jamais été jeté. Tu as été planté. Et regarde comme tu as grandi. Tout mon amour, Eleanor. J'ai pleuré pendant des heures, serrant la lettre contre ma poitrine. Eleanor, la seule famille qu'il me restait, se mourait, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Le lendemain, j'ai appelé Daphné en panique. Elle avait obtenu son diplôme un semestre plus tôt et travaillait déjà dans un cabinet de droit de la famille en ville. J'ai besoin de ton aide, lui dis-je, ma voix encore rauque d'avoir pleuré. C'est à propos de mon père. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son bureau. J'ai tout exposé, l'affaire Eleanor Moore, l'entreprise de mon père, la lettre d'Eleanor, et la terrible symétrie de tout cela. Daphné a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant. Il y a plus, dit-elle quand j'eus fini. J'ai fait quelques recherches après ton appel. Céleste Evans, elle était l'assistante de ton père avant de devenir sa femme, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, sentant une torsion familière dans mon estomac à la mention de Céleste. Eh bien, selon les archives publiques, elle a eu un bébé environ 7 mois après la mort de ta mère. Ton demi-frère ou ta demi-sœur, je suppose. Il n'a pas perdu de temps, dis-je amèrement. C'est justement ça, dit Daphné en se penchant en avant. Le timing ne colle pas. S'ils ne se sont mis ensemble qu'après la mort de ta mère, le bébé aurait été prématuré, mais il n'y a aucune trace de séjour en unité de soins intensifs néonatal ou de complications. Vive, je pense que Céleste était enceinte alors que ta mère était encore en vie. Le monde bascula. Mon père n'avait pas seulement remplacé ma mère, il l'avait trahie pendant qu'elle se mourait, pendant que nous étions tous assis dans des chambres d'hôpital à la regarder dépérir. Il fondait une nouvelle famille. Il y a autre chose, continua Daphné, sa voix plus douce maintenant. J'ai trouvé des dossiers financiers pour une œuvre de charité conjointe que tes parents avaient établie, le Fonds mémorial Catherine Whitmore pour la recherche sur le cancer. Ton père le vide systématiquement depuis des années, transférant l'argent vers Whitmore Venture. Il a nommé une œuvre de charité d'après elle et ensuite il l'a volée? Ma voix me parut étrange. J'ai besoin de preuves. J'y travaille déjà, dit Daphné. Mais vive, tu dois faire attention. Cela dépasse maintenant le simple drame familial. Si ne serait-ce que la moitié de ce que nous suspectons est vrai, ton père pourrait faire face à de graves accusations. De retour au cabinet, je n'arrivais pas à me concentrer.
Le dossier Eleanor Moore semblait brûler à travers le tiroir de mon bureau. Je devrais le transmettre, me récuser en raison du conflit d'intérêts évident. Mais quelque chose m'arrêta. Pendant ma pause déjeuner, j'ai rendu visite au juge Arthur Grimshaw, un magistrat semi-retraité qui consultait occasionnellement pour Lockbridge & Bell. Il avait connu ma mère, ils avaient siégé ensemble au conseil d'administration d'un hôpital des années auparavant. Juge Grimshaw, dis-je, assise en face de lui dans son bureau encombré, j'ai besoin de conseils. Je lui ai tout raconté, qui était mon père, ce que j'avais découvert, et ma position impossible. Vous savez que vous ne pouvez pas vous occuper de cette affaire vous-même, dit-il quand j'eus fini. Le conflit d'intérêts est énorme. Je sais, dis-je, me dégonflant. Mais, continua-t-il, les yeux pétillants, vous pourriez travailler avec quelqu'un qui le peut. En tant qu'assistante de recherche, peut-être? Officieusement? Est-ce éthique, demandai-je. Éthique? Il rit. Non. Mais ce que votre père a fait à ces gens ne l'est pas non plus. Parfois, la justice a besoin d'une petite interprétation créative. Cet après-midi-là, Sarah Bell m'a appelé dans son bureau. Mon cœur se serra. Elle devait avoir découvert que j'avais pris le dossier Moore. Vivien, dit-elle en me faisant signe de m'asseoir. J'ai été impressionné par votre travail cet été. Merci, dis-je prudemment. Tellement impressionné que j'aimerais vous offrir un poste d'associé après votre diplôme. C'est inhabituel, mais vos professeurs parlent bien de vous, et nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre dynamisme. Je clignai des yeux, surprise. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, sourit-elle. Mais il y a une condition. J'ai remarqué que vous vous intéressiez à l'affaire Moore. Cela doit aller à quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas avoir ne serait-ce que l'apparence de vendetta personnelle dans ce cabinet. Je la fixai. Vous savez qui je suis. Je mets un point d'honneur à tout savoir sur les recrues potentielles, dit-elle simplement. Votre lien avec Alan Whitmore est un handicap dans cette affaire. Laissez tomber, et le poste d'associé est à vous. Cela aurait dû être un choix facile. Le poste chez Lockbridge & Bell était tout ce pour quoi j'avais travaillé, sécurité, prestige, une voie vers l'avenir. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Eleanor Moore, la lettre d'Eleanor, et l'œuvre de charité de ma mère, pillée par l'homme qui prétendait l'aimer. Je suis désolé, dis-je en me levant. Je ne peux pas faire ça. Les sourcils de Sarah se haussèrent. Vous refusez le poste? Je refuse la condition, dis-je. Je veux la justice, pas des titres. Je suis sorti de son bureau, sachant que je venais d'anéantir la plus grande opportunité de ma carrière. Mais pour la première fois en 8 ans, je me sentais vraiment la fille de ma mère. Ce soir-là, j'ai appelé Eleanor Moore et je me suis présenté. Je veux vous représenter à titre indépendant, lui ai-je dit. Et je pense que vous devriez savoir avec qui vous travaillez. Il y eut un long silence après que j'eus expliqué qui était mon père. Eh bien, dit-elle finalement, sa voix chaude et burinée, n'est-ce pas une ironie du sort? Je pense que nous travaillerons très bien ensemble, mademoiselle Whitmore. La salle d'audience me parut à la fois plus petite et plus grande que je ne l'avais imaginé, plus petite dans ses dimensions physiques, plus grande par le poids de ce qui allait se passer. J'ajustai mon blazer marine, lissant des plis invisibles, tandis qu'Eleanor Moore s'installait à côté de moi à la table du demandeur. La galerie derrière nous se remplit de journalistes et de curieux attirés par la nature inhabituelle de l'affaire. Vous avez l'air pâle, murmura Eleanor, sa main burinée couvrant brièvement la mienne. N'oubliez pas de respirer. J'hochai la tête, gardant les yeux sur mes dossiers soigneusement rangés. Je ne voulais pas lever les yeux avant d'y être absolument obligé, avant de pouvoir lui faire face avec toute mon armure en place. La voix de l'huissier retentit, tout debout. L'honorable juge Patricia Winters préside. Alors que nous nous levions, la porte au fond de la salle d'audience s'ouvrit. Je savais que c'était lui avant de me retourner. Une partie de moi, cette jeune fille de 17 ans abandonnée, pouvait encore sentir sa présence comme un courant d'air froid. Alan Whitmore entra d'un pas assuré, flanqué de 3 avocats en costume coûteux. Il avait l'air plus âgé, ses cheveux plus argentés que bruns maintenant, mais se tenait toujours avec cette même autorité confiante qui m'avait autrefois semblé si impressionnante. Céleste suivait de près, sa main protectrice sur son ventre arrondi, enceinte à nouveau, apparemment. Nos regards se croisèrent à travers la pièce. Les siens se rétrécirent légèrement, la reconnaissance laissant place à quelque chose de plus dur, la confusion, puis la colère,
puis une évaluation froide et calculatrice. Il ne s'y attendait pas. Il ne m'attendait pas. Céleste me reconnut un instant plus tard. Son maquillage parfait ne pouvait cacher la façon dont son visage perdit ses couleurs. Elle s'agrippa au bras d'Alan, chuchotant avec urgence. Il la repoussa, son expression se figeant en un masque d'indifférence. La juge Winter s'appela la cour à l'ordre, et je me forçai à me concentrer sur l'affaire, non sur les émotions tumultueuses qui menaçaient de me submerger, Eleanor Moore contre Whitmore Venture, fraude immobilière et maltraitance de personnes âgées. Les faits, pas le drame familial. Les déclarations liminaires se déroulèrent comme prévu, mon exposé minutieux de la tromperie pratiquée contre une veuve âgée, le rejet par la défense d'Eleanor comme étant confus et opportuniste. Je gardais une voix stable, mes arguments précis. Je ne mentionnais pas mon lien avec l'accusé. Cette révélation viendrait assez tôt. Pendant la première suspension d'audience, je me dirigeais vers les toilettes pour m'asperger le visage d'eau froide. En sortant, Alan attendait, me barrant le chemin. « Qu'est-ce que tu crois faire exactement ?» Sa voix était basse, destinée uniquement à moi. « Mon travail, répondis-je, détestant la façon dont mon cœur s'emballait. Représenter ma cliente. C'est ce que tu es devenu ? Quelqu'un qui utilise les tribunaux pour des vendettas personnels. » Je le regardais directement, me forçant à ne pas me dérober sous son regard. « Intéressant que vous supposiez que c'est personnel. Cela suggère que vous savez que les actions de votre entreprise étaient répréhensibles. »« Tu vas perdre, dit-il en se rapprochant. Et personne ne croira une petite fille amère essayant de punir son papa. »« Je ne suis plus cette petite fille, dis-je doucement. Et vous n'êtes pas mon papa. Vous l'avez très clairement signifié il y a 8 ans. » Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. « Je t'ai donné le choix. Tu as choisi de partir. Vous m'avez jeté mes vêtements dans un sac de sport, le corrigeai-je. J'avais 17 ans. Tu étais impossible, lança-t-il sèchement. Tout comme ta mère. Toujours à juger, ne comprenant jamais ce qu'il faut pour construire quelque chose, pour protéger ce qui compte. C'est ce que vous vous disiez pendant qu'elle se mourait ? Pendant que vous couchiez avec votre assistante ? Son visage s'assombrit, et un instant, je crus qu'il allait réellement me frapper. Au lieu de cela, il rit, d'un rire rauque et laid. Tu ne sais rien de ma vie ni de mes choix. J'en sais assez, dis-je, faisant écho aux paroles d'Eleanor d'il y a toutes ces années. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une affaire à gagner. De retour dans la salle d'audience, Eleanor monta à la barre. Elle était magnifique, lucide et digne, alors qu'elle décrivait comment des représentants de Whitmore Venture lui avaient rendu visite dans sa chambre d'hôpital quelques heures après son opération de la hanche, alors qu'elle était encore sous forte médication. Ils ont dit qu'ils mettaient simplement à jour mes documents hypothécaires, témoigna-t-elle. Je pouvais à peine lire les documents, mais le jeune homme, elle désigna l'un des associés d'Alan, m'a assuré que c'était une routine. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un avis d'expulsion. Il m'avait fait signer mon acte de propriété. L'avocat principal d'Alan, Brandon Williams, tenta de la discréditer lors du contre-interrogatoire. « Madame Moore, n'est-il pas vrai que vous avez eu des problèmes de mémoire ces dernières années ? Que votre propre fille a suggéré une maison de retraite ? » Ma fille vit en Arizona et me rend visite une fois par an, répondit Eleanor sèchement. Et oublier occasionnellement où j'ai mis mes lunettes de lecture est tout à fait différent d'oublier que j'ai cédé la maison que mon défunt mari et moi avions payée il y a 30 ans. Une vague de rires approbateurs parcourut la salle d'audience. Même la bouche de la juge Winter tressaillit. Le lendemain, Céleste témoigna en tant que témoin de moralité pour Whitmore Venture. Elle brossa un tableau élogieux de l'engagement communautaire de l'entreprise et de l'intégrité personnelle d'Alan. Tout était parfaitement répété, jusqu'à ce que je commence mon contre-interrogatoire. Madame Whitmore, dis-je, le nom ayant un goût amer sur ma langue, vous avez témoigné que vous étiez impliquée avec Whitmore Venture depuis environ 7 ans. Est-ce exact ? Oui, dit-elle avec confiance. Depuis peu après qu'Alan et moi nous soyons mis ensemble. Et quand était-ce, exactement ? Elle bougea légèrement. Après le décès de sa première femme. Donc vous ne travailliez pas comme son assistante de direction pendant que Catherine Whitmore était encore en vie ? Eh bien, oui, j'étais son assistante, mais notre relation était strictement professionnelle jusqu'après. Pourtant, dans votre déposition du mois dernier, vous avez déclaré avoir commencé à travailler pour Monsieur Whitmore il y a 5 ans, interrompis-je en lui faisant glisser la transcription.
Ce qui serait 2 ans après la mort de Catherine Whitmore. Céleste rougit. Je me suis mal exprimé dans la déposition. Vous êtes-vous mal exprimé à l'instant également? Parce que les 2 déclarations ne peuvent pas être vraies. Objection, cria Williams. Pertinence. Madame Whitmore est ici en tant que témoin de moralité pour l'accusé, expliquai-je au juge. J'établis que son témoignage est incohérent et donc peu fiable. La juge Winters hocha la tête. Rejeté. Le témoin répondra. Le masque de Céleste glissa, révélant un éclair de la femme calculatrice en dessous. Je ne vois pas ce que mes dates d'emploi ont à voir avec cette affaire. Laissez-moi être plus clair alors, dis-je en m'approchant de la barre des témoins. Vous avez témoigné de l'intégrité de Whitmore Venture en vous basant sur votre association étroite avec l'entreprise. Je remets en question l'exactitude de cette association et, par extension, votre crédibilité en tant que témoin. Au moment où elle quitta la barre, le témoignage de Céleste était en lambeaux. Alors qu'elle retournait à sa place, je la surpris chuchotant furieusement à Alan, le visage crispé de fureur. Le lendemain apporta une surprise que je n'avais pas anticipée. Mademoiselle Val, mon ancienne coach de débat, arriva pour me soutenir, s'asseyant directement derrière notre table. Voir son visage familier, plus âgé maintenant, ses cheveux noirs striés d'argent, me donna un regain de confiance. Mais cette confiance vacilla lorsque la défense appela son témoin suivant, le professeur Harlow, mon professeur de droit constitutionnel de Hamilton. Il témoigna que j'avais montré des tendances obsessionnelles inquiétantes et une fixation troublante sur les affaires impliquant des conflits familiaux. Objection. Je me levai si rapidement que ma chaise faillit basculer. Ce témoignage n'est pas pertinent pour l'affaire en cours. Au contraire, argumenta Williams avec aisance, l'état psychologique de mademoiselle Whitmore est directement pertinent lorsqu'on considère ses motivations pour intenter cette action. Je n'ai pas intenté cette action, répliquai-je. C'est madame Moore qui l'a fait. Je suis simplement son avocate. La juge Winters réfléchit un long moment. J'autoriserai un témoignage limité concernant la conduite professionnelle de l'avocate, mais soyez prudent, monsieur Williams. Ce n'est pas un procès sur le caractère de madame Whitmore. Plus tard, Daphné me glissa un mot, Harlow a reçu une subvention de recherche de $50 000 de Whitmore Venture le mois dernier. Je viens de trouver le virement. On pouvait jouer à 2 à ce jeu. Le lendemain matin, j'ai déposé une requête pour présenter de nouvelles preuves. Un test ADN, votre honneur, m'adressai-je à la cour. Au cours de l'enquête sur les pratiques commerciales de Whitmore Venture, des preuves d'inconduite personnelle ont émergé qui parlent directement du schéma de comportement trompeur de l'accusé. Williams fut instantanément sur ses pieds. Objection. C'est clairement une pêche aux informations conçue pour embarrasser mon client. Je ne suis pas intéressé par l'embarras, votre honneur. J'établis un schéma de fraude et de fausses déclarations qui s'étend au-delà des pratiques commerciales. La juge Winters fronça les sourcils. Approchez-vous de la barre, vous deux. À la barre, j'expliquai à voix basse, les preuves ADN indiquent que le premier enfant de M. Whitmore avec Céleste Evans Whitmore n'est pas biologiquement le sien, malgré son nom sur l'acte de naissance et sa reconnaissance publique de paternité. Cela parle directement du type de tromperie que Madame Moore a subi, des documents déformés, des signatures obtenues sous de faux prétextes. Le juge m'étudia un long moment. Je l'autorise. Mais, mademoiselle Whitmore, je vous surveille de très près. Cela a intérêt à être pertinent pour l'affaire de fraude. Quand nous sommes retournés à nos tables, Alan me fixait avec une haine non dissimulée. J'avais franchi une ligne qui ne pouvait être défaite. Ce n'était plus seulement juridique, c'était la guerre. Le duel de contre-interrogatoire avec l'avocat principal d'Alan fut brutal. Williams était compétent, agressif et déterminé à nous discréditer, Eleanor et moi. N'est-il pas vrai, demanda-t-il, que vous avez spécifiquement recherché cette affaire en raison de votre vendetta personnelle contre Alan Whitmore? Je n'ai pas recherché cette affaire, répondis-je calmement. Madame Moore était déjà cliente chez Lockbridge & Bell lorsque le lien est devenu apparent. Et vous ne vous êtes pas immédiatement récusé? Cela semble être une violation éthique flagrante. Je me suis retiré de l'équipe de Lockbridge, le corrigeai-je. Je représente Madame Moore à titre indépendant, avec divulgation complète de mon lien avec Monsieur Whitmore. Williams sourit finement. Et quel est exactement ce lien? Peut-être devriez-vous éclairer la cour. C'était le moment, celui que j'avais à la fois redouté et attendu. Alan Whitmore est mon père, dis-je,
ma voix stable. Il m'a renié quand j'avais 17 ans, peu après la mort de ma mère. Je ne lui ai pas parlé depuis 8 ans, jusqu'à cette semaine. Un murmure parcourut la salle d'audience. Williams avait l'air satisfait, comme si j'étais tombé droit dans son piège. Donc vous admettez que c'est personnel? Que vous utilisez ce tribunal pour régler une rancune familiale? Ce que je fais, c'est chercher justice pour une femme âgée qui a été escroquée par une entreprise ayant un schéma documenté de comportement prédateur, répondis-je. Mon histoire personnelle me donne un aperçu du caractère de l'accusé, mais cette affaire repose sur ses mérites juridiques. Williams changea de tactique, produisant un épais dossier. Votre honneur, j'aimerais présenter des preuves concernant les antécédents de santé mentale de mademoiselle Whitmore. Mon sang se glaça. Objection. Mes antécédents médicaux sont confidentiels et non pertinents. Pas lorsque vous avez été traité pour comportement obsessionnel et pensée délirante, rétorqua Williams. Et pas lorsque vous vous êtes immiscé dans cette affaire en situation de conflit d'intérêts manifeste. La juge Winters fronça les sourcils. Je vais examiner ces preuves dans mon bureau avant de statuer sur leur recevabilité. Pendant la suspension d'audience, je m'assis seul dans une salle de conférence, les mains tremblantes. Ils avaient fabriqué un rapport de santé mentale, il n'y avait pas d'autre explication. Je n'avais jamais été traité pour autre chose que des maux de tête occasionnels dus au stress. Daphné fit irruption, le visage rouge d'excitation. On l'a eu. Le deuxième test ADN est revenu. C'est concluant, l'enfant n'est pas le sien. Ça n'aura pas d'importance s'ils convainquent le juge que je suis mentalement instable, dis-je d'une voix sourde. Ils ne le feront pas, m'assura-t-elle. J'ai fait des recherches sur Williams. Il a déjà été impliqué dans des falsifications de preuves, il a failli être radié du barreau il y a 5 ans. J'ai déposé une requête contestant l'authenticité de leur rapport de santé mentale. De plus, j'ai 3 de vos professeurs prêts à témoigner de votre caractère exemplaire et de votre dossier académique. La session de l'après-midi fut retardée car la juge Winters examinait à la fois le rapport de santé mentale et notre contestation de celui-ci. Lorsque la Cour reprit finalement ses travaux, son expression était furieuse. Le prétendu rapport de santé mentale ne sera pas admis, annonça-t-elle. De plus, Monsieur Williams, je réfère cette affaire à l'ordre des avocats pour enquête sur une potentielle fabrication de preuves. Elle se tourna vers moi. Mademoiselle Whitmore, vous pouvez procéder à votre plaidoirie finale. Je me levai, rassemblant mes notes, puis les mis de côté. Je savais ce que je devais dire. Votre honneur, cette affaire concerne la confiance et la trahison. Elle concerne des personnes puissantes exploitant des personnes vulnérables. Elle concerne des documents qui disent une chose mais en signifient une autre, des signatures obtenues par tromperie, et des vies bouleversées par la cupidité. Je jetai un coup d'œil à Eleanor, puis à mon père. Madame Moore a fait confiance aux représentants de Whitmore Venture lorsqu'ils sont venus dans sa chambre d'hôpital. Elle a cru qu'ils disaient la vérité sur les papiers qu'elle signait. Cette confiance a été trahie, tout comme la confiance de dizaines d'autres propriétaires a été trahie par des tactiques similaires. Je pris une profonde inspiration, me stabilisant. Certains pourraient soutenir que cette affaire est obscurcie par une histoire personnelle. Je ne nierai pas que je connais Alan Whitmore d'une manière que peu de gens connaissent. J'ai fait l'expérience directe de sa capacité d'abandon et de son talent à réécrire les récits pour servir ses besoins. Mais cette affaire ne concerne pas mon histoire. Elle concerne celle de Madame Moore. Elle concerne son droit de conserver la maison dans laquelle elle vit depuis 40 ans, la maison où elle a élevé ses enfants et pleuré son mari. Je regardai directement le jury, ne fuyant plus le regard de personne. La confiance se brise facilement, mais la justice n'a pas à l'être. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de dire que les signatures obtenues par tromperie ne sont pas contraignantes, que les personnes vulnérables méritent d'être protégées, que la vérité compte encore, même lorsque des personnes puissantes essaient de l'enterrer. Quand je retournai à ma place, Eleanor me serra la main. Mademoiselle Val hocha la tête avec approbation depuis la galerie, et Daphné, assise derrière notre table, me fit un subtil signe de pouce levé. Le jury délibéra pendant 6 heures. 6 heures à arpenter les couloirs, à boire du café amer, et à essayer de ne pas croiser le regard de mon père et de Céleste de l'autre côté de la salle d'attente. Quand l'huissier nous rappela enfin, mes jambes étaient comme du coton. Nous nous levâmes tandis que le jury entrait. Le président du jury tendit un bout de papier au juge, qui le lut impassiblement avant de le rendre. Le jury a-t-il atteint un verdict, demanda la juge Winters. Oui, votre honneur,
répondit le président du jury. Dans ce moment de suspension entre la question et la réponse, entre le passé et l'avenir, je fermai brièvement les yeux. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais fait tout ce que je pouvais. J'avais dit la vérité. Je m'étais battu pour quelqu'un qui avait besoin qu'on se batte pour elle. Nous nous prononçons en faveur de la plaignante, Eleanor Moore. Les mots me submergèrent comme la pluie. Nous avions gagné. Les suites furent à la fois anticlimatiques et écrasantes. La juge Winters ordonna à Whitmore Venture de restituer l'acte de propriété d'Eleanor, de payer des dommages-intérêts et de couvrir tous les frais de justice. Plus significativement, elle référa l'affaire au bureau du procureur de district pour enquête criminelle sur des pratiques commerciales frauduleuses. En quittant le palais de justice, les journalistes nous assaillirent. Eleanor les géra avec grâce, mais je restai en retrait, traitant encore tout ce qui s'était passé. À travers la foule, j'aperçus mon père assis seul sur un banc, la tête entre les mains. Tandis que je regardais, il se serra la poitrine, son visage se tordant de douleur. « Papa !» Le mot s'échappa avant que je puisse l'arrêter. Un agent de sécurité se précipita à ses côtés. « Appelez une ambulance !» cria quelqu'un. « Il fait une crise cardiaque. » Je restai figé, ne sachant que faire. Il n'était plus ma responsabilité, il ne l'avait plus été depuis 8 ans. Et pourtant. Céleste se fraya un chemin à travers la foule, son visage un masque de panique. Quand elle me vit regarder, son expression se durcit. « N'en as-tu pas fait assez ?» cracha-t-elle. Je me détournai, laissant les ambulanciers faire leur travail. Plus tard, j'appris qu'il avait souffert d'une crise de panique, pas d'une crise cardiaque. Le stress du procès et ses implications pour son entreprise avaient finalement percé son armure de certitude. La couverture médiatique fut immédiate et sans concession, un magnate déshonoré démasqué par sa fille dont il s'était éloigné, l'affrontement père-fille au tribunal se termine par une enquête pour fraude, l'empire Whitmore s'effondre sous le poids de la tromperie. Je détestais la façon dont il présentait les choses, comme si j'avais orchestré toute l'affaire par vengeance, comme si le cas d'Eleanor n'était qu'une intrigue secondaire dans mon drame personnel. Mais je ne pouvais pas contrôler le récit, pas plus que je ne pouvais contrôler les choix de mon père. 3 jours après le verdict, je me suis rendu sur la tombe de ma mère pour la première fois depuis mes 17 ans. Le cimetière était calme, parsemé de la lumière du soleil de fin d'après-midi filtrant à travers de vieux chênes. Sa pierre tombale était simple, Catherine Marie Whitmore, épouse et mère bien-aimée. J'ai tracé les lettres du bout des doigts. J'ai tenu ma promesse, murmurai-je. Tu te souviens comme tu disais toujours de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile? Je l'ai fait, maman. Je pense que tu serais fière. J'ai déposé des fleurs fraîches sur sa tombe et je suis restée assise là longtemps, lui racontant tout, Eleanor, l'école de droit, l'affaire, combien elle me manquait encore chaque jour. Alors que je partais, mon téléphone sonna, un numéro inconnu. « Est-ce Vivien Whitmore ?» demanda une voix de femme. « Oui. » « Qui est à l'appareil ?» ?»« C'est Céleste. » Sa voix était différente de ce dont je me souvenais, discrète, presque hésitante. « J'aimerais vous rencontrer, en privé. » Chaque instinct me disait de refuser, mais la curiosité l'emporta. Nous convînmes de nous rencontrer dans un café près du palais de justice, en terrain neutre. Elle attendait déjà quand j'arrivai, son apparence parfaite légèrement élimée sur les bords, des cernes sombres ombrageant ses yeux malgré un maquillage soigné. « Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais en face d'elle. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Pourquoi suis-je ici, Céleste ? Elle tourna nerveusement son alliance. Je veux que vous compreniez. J'ai été une victime aussi, à ma manière. Je haussai un sourcil, attendant. Votre père, il a une façon de vous faire sentir spécial, choisi. J'avais 23 ans quand j'ai commencé à travailler pour lui. Il m'a dit que j'avais du potentiel, que j'étais plus intelligente que les autres. Elle rit d'un rire creux. Je pensais être amoureuse de lui. Peut-être que je l'étais. Cela n'excuse pas ce que vous avez fait, dis-je. Vous avez emménagé dans la maison de ma mère avant que son côté du lit ne soit froid. Je sais, murmura-t-elle. Je sais à quoi ça ressemblait. Mais Alan, il peut être très persuasif. Et très cruel quand on le contrarie. Est-ce censé me faire de la peine pour vous? Non. Elle secoua la tête. Je ne demande pas le pardon. J'offre des informations. L'entreprise va faire faillite.
Le procureur enquête sur les fonds de charité, ceux au nom de votre mère. Alan parle de quitter le pays. Pourquoi me dire ça? Parce que c'est fini, tout ça. Et peut-être que je veux faire une bonne chose avant que tout ne s'effondre. Elle se leva, ramassant son sac à main. Le bébé n'est pas de lui, au fait. Vos preuves étaient correctes. Je pense que, d'une certaine manière, il l'a toujours su. Je la regardais s'éloigner, cette femme que j'avais haï si longtemps. Elle n'était pas un monstre, juste un être humain imparfait et compliqué qui avait fait des choix terribles. Comme mon père. Comme nous tous, à notre manière. Ce soir-là, un paquet arriva à mon appartement, une pile de lettres attachées avec un ruban délavé. La note jointe disait simplement « Trouvez ceci en rangeant les affaires d'Eleanor. Elle voulait que vous les ayez quand le moment serait venu. Arthur Grimshaw. » Eleanor m'avait écrit une lettre chaque mois pendant mes années d'université, les gardant pour après son départ. Chacune se terminait de la même manière, batte-toi intelligemment, mais aime plus fort. Je suis resté éveillé toute la nuit à les lire, riant et pleurant de sa sagesse, de son humour, de sa foi inébranlable en moi. Dans la dernière lettre, datée de quelques semaines seulement avant sa mort, elle écrivait « Souviens-toi, mon enfant, la douleur peut te rendre dur, ou elle peut te rendre sage. Choisis la sagesse. C'est beaucoup plus puissant et ça dure beaucoup plus longtemps. » Le lendemain matin, un autre paquet arriva, une fine enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de mon père. Vivien. Tu as gagné. J'espère que cela t'apporte satisfaction. Tout ce que j'ai construit est en train d'être démantelé parce que tu n'as pas pu laisser le passé derrière toi. Ta mère serait déçue de ce que tu es devenue, vindicative, froide, calculatrice. Tout comme moi, semble-t-il. C'est peut-être ça la vraie tragédie. Je n'ai pas lu au-delà du premier paragraphe. J'ai jeté la lettre à la poubelle et je suis parti. Il ne pouvait toujours pas voir au-delà de lui-même, au-delà de sa propre douleur et de ses justifications. Peut-être qu'il ne le ferait jamais. Au lieu de m'y attarder, j'ai canalisé mon énergie vers quelque chose de constructif. Utilisant une partie de mes honoraires de l'affaire d'Eleanor, j'ai créé un petit fonds de bourse d'études au nom d'Eleanor pour les jeunes déplacés ayant besoin d'un soutien éducatif. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. J'examinais les candidatures pour la première bourse lorsque Daphné fit irruption dans mon appartement sans frapper, agitant frénétiquement sa main gauche. « Il a demandé » cria-t-elle, faisant briller une bague en diamant. Jason a enfin demandé. Je me levai d'un bond pour la serrer dans mes bras, sincèrement ravi. Daphné et Jason sortaient ensemble depuis notre deuxième année de droit, et leur relation était l'une des rares relations stables et saines dont j'avais été témoin de près. Il était temps, ris-je. Je commençais à penser qu'il ne trouverait jamais le courage. J'ai besoin que tu sois ma demoiselle d'honneur, dit-elle en me prenant les deux mains. S'il te plaît, dis oui. Des larmes me montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais de la joie simple et inattendue d'être incluse dans le bonheur de quelqu'un d'autre. Bien sûr, réussis-je à dire. Ce serait un honneur. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec une pile de formulaires juridiques. Pendant des années, j'avais porté le nom de mon père comme un héritage non désiré, Whitmore. Il me reliait à lui, à ses actions, à une famille qui m'avait rejeté. Il était temps de choisir mon propre nom. J'ai rempli soigneusement les documents. Vivien Catherine Whitmore cesserait d'exister. À sa place se trouverait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de ma propre création, Vivien Eleanor Park. Vivien Eleanor Park, me présentai-je lors de ma prochaine audience, une affaire pro bono représentant une adolescente en fugue luttant pour son émancipation. Le juge leva les yeux de ses papiers. Je pensais que votre nom était Whitmore, maître. Je l'ai récemment changé, votre honneur, expliquai-je, pour honorer les femmes qui m'ont véritablement façonné. Mon nouveau nom me semblait juste, un hommage à ma mère, Catherine, dont j'avais gardé le deuxième prénom comme le mien, et à Eleanor Park, qui m'avait sauvé de toutes les manières qui comptaient. 6 mois après l'affaire Whitmore Venture, j'ai été invité à donner une conférence à la faculté de droit de l'université Hamilton. Debout au podium, regardant l'océan de visages avides, je me suis reconnu en eux, la soif de justice, la conviction que le droit pouvait être un outil pour le bien. Le droit est puissant, leur dis-je, mais il est aussi profondément humain. Il est créé par des gens, interprété par des gens, et finalement, il sert les gens où il le devrait. N'oubliez jamais l'humanité derrière chaque numéro de dossier, chaque précédent,
chaque décision. Après la conférence, une jeune femme s'approcha de moi avec hésitation. Mademoiselle Park. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais nous étions au lycée ensemble. Je suis Maria Bennett. Je la fixai, momentanément sans voix. Maria, mon ancienne meilleure amie, qui avait disparu de ma vie quand j'avais le plus besoin d'elle. Je me souviens, dis-je finalement. J'ai suivi votre carrière, dit-elle, se déplaçant mal à l'aise. Ce que vous avez fait dans l'affaire Whitmore était incroyable. Merci. Je voulais juste. Je voulais dire que je suis désolé. Pour ce qui s'est passé à l'époque. Pour ne pas avoir tenu tête à mes parents quand ils vous ont repoussé. J'ai été lâche, et je le regrette depuis. J'étudiais son visage, plus âgé maintenant, plus défini, avec de légères rides autour des yeux qui n'étaient pas là à 17 ans. Nous avions toutes les deux grandi. Nous avions toutes les deux été façonnées par nos choix et les choix que d'autres avaient faits pour nous. Merci d'avoir dit ça, dis-je, me surprenant de la facilité avec laquelle le pardon est venu. C'était une période difficile pour tout le monde. Pourrions-nous peut-être prendre un café un de ces jours, demanda-t-elle. Rattraper le temps perdu correctement. J'hochai la tête. J'aimerais bien ça. L'affaire Eleanor Moore a tout changé, pas seulement pour moi, mais pour des dizaines d'autres victimes de Whitmore Venture. Elle est devenue un précédent juridique dans 3 affaires de fraude ultérieures, citées comme un exemple marquant de pratiques commerciales prédatrices ciblant les populations vulnérables. J'ai reçu des demandes d'interviews de grands médias, mais j'en ai refusé la plupart. Il ne s'agissait pas de publicité pour moi, il s'agissait du travail. Dans les soirées tranquilles, j'ai développé un nouveau rituel, m'asseoir sur le petit balcon de mon appartement avec une tasse de thé, lisant l'un des livres préférés d'Eleanor Middlemarch, leurs yeux regardaient Dieu, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ses goûts littéraires avaient été éclectiques et impeccables. La paix n'est pas bruyante, avait-elle écrit dans une de ses lettres. Elle est constante, comme un battement de cœur. Tu sauras que tu l'as trouvée quand tu arrêteras de la chercher. Par une fraîche journée d'automne, je suis passé en voiture devant la maison de mon enfance sur un coup de tête. Le panneau, à vendre, dans la cour était défraîchi, suggérant qu'il était là depuis des mois. Les fenêtres étaient sombres, le jardin en friche. Je me suis garé et je me suis assise dans ma voiture, étudiant l'endroit qui avait autrefois été le centre de mon monde. J'aurais pu entrer, appeler l'agent immobilier, organiser une visite, parcourir ces pièces une dernière fois. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête pour moi-même et j'ai continué ma route. Cette maison appartenait à une autre vie, à une autre moi. Plus tard cette semaine-là, en organisant de vieux dossiers, j'ai trouvé un livre oublié au fond d'une boîte, un recueil de poésie que ma mère m'avait offert pour mon 16e anniversaire. Une note pliée glissa d'entre les pages, son écriture immédiatement reconnaissable. Ma chérie. Les jours où le monde te semble trop dur, souviens-toi de ceci, ne laisse jamais leur silence définir ta valeur. Ta voix compte. Ton cœur compte. Tu comptes. Non pas pour ce que tu accomplis ou pour qui t'approuve, mais simplement parce que tu es. Tout mon amour, toujours. Maman. J'ai pressé la note contre ma poitrine, sentant sa présence plus fortement que je ne l'avais fait depuis des années. Elle avait su, d'une manière ou d'une autre, que j'aurais besoin de ces mots longtemps après son départ. Le lendemain matin, je me tenais sous la pluie devant mon immeuble de bureau, laissant les gouttes me fouetter le visage. Cela me rappelait ce jour de funérailles il y a si longtemps, le froid, le gris, le chagrin sans fond. Mais cette fois, j'ai levé le visage vers le ciel, accueillant la sensation. Je n'étais plus brisé. Je n'étais plus défini par ce que j'avais perdu ou par qui m'avait quitté. J'étais défini par ce que j'avais construit, par les gens que j'avais aidés, par la femme que j'avais choisi de devenir. Le dernier dossier de l'affaire Whitmore Venture atterrit sur mon bureau cet après-midi-là. L'enquête criminelle était terminée, accusation portée, négociation de plaidoyer en cours. J'ai fermé le dossier et je l'ai mis de côté. C'était fait. Mon père n'était plus mon histoire. J'étais mon histoire. Ce soir-là, alors que le coucher de soleil peignait mon appartement d'or, j'ai pensé au long chemin sinueux qui m'avait amené ici, d'une jeune fille de 17 ans effrayée dormant dans un parc à une avocate se battant pour d'autres qui avaient été réduits au silence ou rejetés, d'une fille désespérée d'obtenir l'approbation de son père à une femme se tenant fermement dans son propre pouvoir. Ils avaient essayé de me définir par la douleur, mais j'avais utilisé cette douleur pour construire mon nom, ma voix, mon feu. Et ce feu ne s'éteindrait jamais. Que sacrifieriez-vous pour la justice ?
Votre carrière? Votre nom? Ou les derniers fils qui vous relient à ce que vous étiez autrefois? Si cette histoire de pouvoir reconquis a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de récits de ceux qui refusent de rester des notes de bas de page dans leur propre vie.